En fait, on ne peut pas parler de la drave sans parler d'abord des bûcherons, des coupes de bois. Ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est que avant les années 1850, euh, les coupes de bois, les bûcherons, ça existait, mais c'était pas très, très important. Ça va exploser à compter des années 1850. Pendant des siècles, les êtres humains vont couper du bois pour construire des maisons, pour se chauffer, pour construire des bateaux. On a fait ça en Gaspésie. Sur la rivière Bonaventure, par exemple, on faisait descendre des immenses pins qui servaient à faire des mâts. On a fait ça, par exemple, dans les années 1760. Charles Robin, lors de son premier passage, le faisait remarquer. Il y avait des centaines de mâts qui étaient chargés sur des bateaux et expédiés notamment en Angleterre. Toutefois, cette exploitation forestière-là, c'était peu de choses dans les immenses forêts qu'on connaît. Mais à compter du 19e siècle, les êtres humains vont s'instruire de plus en plus. Et quand tu t'instruis, tu deviens curieux. Pendant des millénaires, 95% de la population était analphabète, puis on s'en portait pas si mal. Les paysans, les pêcheurs savaient pas lire ni écrire, c'était juste l'élite qui le savait. Avec la révolution industrielle de 1780, ben, graduellement, euh, les patrons vont vouloir communiquer avec leurs employés et ils vont vouloir que leurs employés puissent lire des directives, des modes d'emploi, ainsi de suite. Donc, on va inciter les gens et même demander au gouvernement, dans bien des pays, de rendre l'école primaire obligatoire. Attention, là, pas des cours de philosophie puis d'histoire, des affaires de même, là. OK? Une éducation basique, pour parler latin. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ainsi que les gens vont se mettre à lire, à savoir lire. Et quand tu apprends à lire, ben, il y a quelque chose en toi qui ressort automatiquement, c'est ta curiosité. Tu veux savoir ce qui se passe dans le monde. Et à l'époque, pour savoir ce qui se passe dans le monde, ben, on n'a pas Internet, bien entendu, mais il y a des journaux. Et comme les gens, graduellement, savent de plus en plus lire et écrire, ben, de plus en plus, les journaux vont être en demande. Et si les journaux sont en demande, et là, ça devient extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, ben, on va avoir besoin de plus en plus de bois. Et si on a de plus en plus de bois, ben, automatiquement, on va avoir de plus en plus de drave. Et c'est ainsi que la drave va devenir vraiment importante, notamment au Québec, euh, à compter du milieu du 19e siècle. Et en Gaspésie, là, après qu'on aura pris le bois le plus près des rivières, c'est dans les années 1870, 1880 surtout, que là, ça va devenir énorme. Les Gaspésiens, et parfois des Gaspésiennes, vont se diriger vers les camps forestiers, particulièrement en hiver. On sait qu'en Gaspésie, l'été, ça va être la pêche puis l'agriculture. Mais lorsque l'automne arrive, habituellement, on était sur son terrain. Ben là, voilà que s'offre un nouvel emploi, celui de bûcheron. Et lorsque la bûche est terminée, eh bien, il y a quelque chose d'autre qu'on offre aux gens qui est encore plus payant que bûcher, c'est la drave. Mais si la drave est plus payante que le fait de bûcher, elle est aussi beaucoup plus dangereuse, même si bûcher à l'époque, c'est dangereux. Draver à l'époque, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. C'est pourquoi c'est surtout des jeunes qu'on va avoir, pas seulement, mais surtout des jeunes, ils sont plus agiles, ils sont plus téméraires aussi. Quand on a 18 ans, on ne pense pas à la mort. Quand on a 50 ans, 60 ans, 70 ans, on est beaucoup plus prudent. Donc, ça, c'est une chose. Le fait qu'on prend des jeunes pour faire la drave, mais aussi, ce sont les Canadiens français, comme on les appelait, et les Irlandais
qui sont supposément les meilleurs draveurs du monde. Pourquoi? C'est le discours qu'on leur tient. Mais au Québec, c'est les deux classes, si on fait abstraction des Amérindiens, c'est les deux classes les plus pauvres aussi. Et quand vous êtes pas riche et qu'on vous offre un salaire un tant soit peu intéressant, eh bien, vous allez aller vous jeter sur l'eau. Je raconte une anecdote ici qui s'est passée dans le coin de Gaspé. Sur la rivière d'Armouth, c'est-à-dire tout entre Gaspé et Saint-Majoric, on dravait là-bas comme dans à peu près toutes les rivières, puis même les ruisseaux du Québec. En 1926, il y a 5 membres d'une même famille, 2 cousins puis 3 frères, les chrétiens de Ticap. Ça, c'est juste après Rivière-au-Nord. Ils dravaient sur la Dartmouth. Il y en a un qui est tombé à l'eau en dessous des billots. Puis son frère s'est jeté pour le sortir, et ainsi de suite. Et les 5 sont morts là-bas. Fait que quand on idéalise les métiers d'autrefois, il faut faire attention. Si au Québec, on était avec quelque chose comme Hollywood, qui a donné naissance aux cowboys. On a fait des films western, puis c'est Monsieur Cowboy, les femmes les adorent, puis tout. Wow. Ben, un cowboy, là, c'est un vacher en français. C'est quelqu'un qui s'occupe des vaches, qui pue, qui est plein de poux, puis qui se lave pas. Je suis pas sûr que les dames étaient si attirées que ça. Fait que, si au Québec, on avait eu un Hollywood, ça aurait été non pas les cowboys qu'on aurait présentés, mais à mon avis, les bûcherons et les draveurs. Et on aurait peut-être idéalisé la chose, comme on a pu faire avec Daniel Boone aux États-Unis. Mais la drave, c'était très dangereux. Il y avait du dynamitage à chaque fois qu'il y avait, entre guillemets, une jam. Et courir à la dynamite sur des billots à moitié gelés, avec de l'eau, c'était très dangereux. Au ruisseau creux, on faisait même quelque chose que j'ai pas vu ailleurs. On descendait avec une espèce d'échelle dans la chute et on mettait la dynamite pour faire sauter les billes, c'est-à-dire la pitoune qui était juste en haut pour débloquer la chose. Ça, c'est dangereux et demi. Un village comme Saint-Alphonse, comme Saint-Eldéard, et comme bien d'autres en Gaspésie, certains ont été fermés. Eh bien, ces villages-là, on ne le dit pas souvent, mais ils ont été ouverts dans un contexte de crise économique. Il y a eu 3 grandes crises économiques dans le monde occidental à partir de la fin du 19e siècle jusque dans les années 40. La dernière, c'était la fameuse grosse crise là, de 1929-39. Et quand il y avait des crises économiques, les curés, d'une part, en fait, c'est plus juste de dire le clergé, parce que les évêques étaient là-dedans aussi, d'une part, et d'autre part, l'élite canadienne-française, genre Papineau, puis les avocats, les notaires, ainsi de suite, ces gens-là voulaient que les Québécois, qu'on appelait les Canadiens à l'époque, Canadiens-Français, ils voulaient que ces gens-là demeurent en Canada, c'est-à-dire au Québec. Donc, comme il y avait un exode terrible vers les États-Unis, 1 million de Québécois sont partis aux États-Unis en moins de 100 ans, eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à chaque fois qu'il y avait une crise économique, on ouvrait des colonies. Et les colonies devenaient aussi des paroisses, puis des municipalités, ou en même temps, à peu près. C'est comme ça que Saint-Eldéard et Saint-Alphonse sont nés, des coins de chez nous, et on a essayé de faire de l'agriculture dans ces coins-là. Ça a marché jusqu'à un certain point. À d'autres endroits, comme à Saint-Octave-de-l'Avenir, c'était irréaliste. Les terres étaient vraiment pas bonnes et la température terrible. Ici, c'est Saint-Octave-de-l'Avenir, c'est derrière Captcha. Donc, dans ces coins-là, ça n'a pas fonctionné. Mais ailleurs, ça a pu fonctionner en partie, comme à Saint-Louis-de-Gonzague, par exemple. Mais les marchés sont loin.
on ne devient pas très, très riche avec des patates, puis des navets, puis des carottes à expédier, même à une époque où le train fonctionne même pas encore. Donc, on a dû se rendre compte rapidement qu'avec la demande qui grossissait de plus en plus au niveau des papetières pour fabriquer du papier journal, eh bien, les colons, mais je ne le dis pas péjorativement, les pionniers, si on veut, d'un coin comme Saint-Alphonse, ben, dès l'automne, ils prenaient le chemin du chantier et ils allaient bûcher. Et ça avait un apport au niveau économique qui était quand même important parce que ces gens-là ramenaient souvent quelque chose qui était intéressant, c'est du numéraire, du cash, comme on dit. Alors que 19e siècle et même pour un bout dans le 20e siècle, on fonctionnait souvent à crédit. Donc, ça va augmenter le revenu des gens, mais à quel prix? Mes deux grands-pères ont travaillé dans les chantiers de bûcheux, comme on disait. Mon père était même cuisinier dans un de ces chantiers. Et là, cuisinier, c'était plus intéressant parce que c'était plus payant. Pourquoi? Parce que à l'époque, tout le monde pouvait bûcher, presque, mais c'est pas tout le monde qui pouvait cuisiner. Donc, le cuisinier, il était le numéro 2. Ça a eu un impact positif au niveau économique, un tant soit peu, mais dans des conditions absolument exécrables. Mon père me racontait qu'étant jeune, il se couchait dans les chantiers sur sa paillasse, et sa paillasse, c'était pas un matelas, c'était des branches de sapin dans une espèce de gros sac. Et en hiver, on surchauffait les poêles, parce que c'était des camps qui n'étaient pas isolés. Donc, on chauffait ça au maximum, l'eau coulait sur les murs, ainsi de suite. Mais à 4 heures du matin, les murs étaient gelés, il y avait de la glace dessus. Donc, il me disait, j'avais pas les cheveux longs comme toi, mais longs quand même. Un beau matin, je me suis réveillé, puis mes cheveux étaient pris dans la glace. Donc, c'est un exemple. Sans oublier aussi le fait qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas de bain, il y a des poux, puis des poux dans les camps de bûcherons à l'époque, c'est sûr que t'en attrapes. Les conditions vont s'améliorer en avançant dans le 20e siècle, mais ça sera toujours, et c'est encore, difficile. La drave va se terminer dans les années 1960. On va utiliser d'autres moyens de transport plus efficaces et peut-être plus à la portée des êtres humains, le camionnage. Mais encore aujourd'hui, je pense aux gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le tree planting, les plantations. Ben, on est payé à la pièce en général. Et la première des richesses des Québécois, c'est la forêt. La forêt boréale, c'est la plus grande du monde. C'est plus grand que l'Amazonie. Puis, nos gens qui travaillent en forêt, ils n'ont pas les meilleures conditions au monde. Bien au contraire. Quand on parle de foresterie, on oublie souvent de parler des femmes. Et quand on parle de bûcherons et de draveurs, c'est une épopée comme s'il y avait juste des hommes. Il y a des femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient des bûcheronnes quand les hommes étaient à la guerre. J'en ai pas trouvé en Gaspésie, mais si on cherchait bien, on en trouverait sûrement. J'ai connu dans mon village, à Saint-Georges-de-Malbaie, une femme, Esther Amos, qui bûchait son bois elle-même, de A à Z. Son bois de chauffage, par exemple, mais ainsi de suite. Mais à l'époque où le bûchage et la drave étaient très populaires, il y avait en général une dame à la maison qui voyait à tout. C'est celle que j'appelle les châtelaines. Un peu comme les châtelaines du Moyen Âge, pendant que monsieur était parti aux croisades, eh bien, c'est elle qui gérait le domaine, qui s'occupait des enfants, qui s'occupait des animaux, ainsi de suite. Si le Québec d'aujourd'hui est ce qu'il est, c'est peut-être en partie grâce aux bûcherons, mais il faut penser aux châtelaines aussi.